Je vais affiner avec mes unités de temps. Sur quelle période? Alors par exemple, si je fais de là, mensuel... là, on est en journalier. Là, tu veux en mensuel? Alors on va mettre en mensuel. D'accord. Comme ça. Alors en mensuel, là, tu vois... Et on va considérer, a priori, on est un peu plus haut. Hein, voilà, oui. Je haut. reste au-dessus des moyennes mobiles. J'ai mes indicateurs qui sont au-dessus des moyennes mobiles. Donc en mensuel, je resterai aussi jusqu'à un précédent plus bas. Donc pour moi, on va dire, je vais prendre celui-là. Donc d'abord celui-là, le 1600 en dessous, en dessous. En dessous des 1600, je vais penser à me dire, ah, donc on corrige. Je resterai dans la correction. Si ça casse sous les moyennes mobiles, franchement, qu'on revient dessus, je passerai baissier à ce moment-là. Voilà. En ça, c'est sur la perspective. La perspective, là, tu es là. Haussier, là. Là, tu es haussier. Où est-ce que tu as acheté, là? Donc moi, je n'ai pas acheté le S&P, parce que je ne travaille pas dessus. Où est-ce que tu aurais acheté? Eh bien, écoute, si je prends mon mensuel, mon hebdo, et donc ça sera en journalier, parce que c'est du day trading, dans ce cas-là, on va mettre le... C'est le journalier? Non. Hebdo ou journalier? Journalier. Journalier. Donc il me manque des indicateurs. En sachant que le marché est un peu plus haut, il doit être par là, à peu près 1412. On est d'accord. Mais il me manque quand même mes récits stochastiques. Donc journalier, donc pour moi, mon point d'entrée, j'aurais pris donc, sur une stock, donc au plus bas, ça aurait été un point d'entrée pour du swing, puisqu'on parle donc un point d'entrée en journalier. RSI et stochastique? Voilà. Ok, donc là, mais le problème, c'est qu'on va dire que c'est facile, puisque c'est passé. Et je peux le comprendre. Non, on fait confiance. Voilà. Je fais confiance à mon coach. Donc, ici par exemple, voilà, les indicateurs, donc on est en, qu'on ne se trompe pas, daily. On est en daily. Oui. D'accord. On avait ici donc une stock. On est bien d'accord. Il y avait une fire signal à exploiter ici. Donc qui n'a pas été fait. Donc ici ça a cassé. Je recherchais donc un point d'entrée ici en 4 heures. Et après en 2 heures, puisque ça va être lui mon point d'entrée, pour initier ma position. Parce qu'en 2 heures, j'aurai forcément une correction, cassure pullback. Et donc mes indicateurs, c'est eux qui me permettent, en fait, ça va être mon timing finalement, en affinant les unités de temps. Puisque le point d'entrée, ça sera sur du 15 minutes pour mon daily, et pour du swing, ça va être sur du 2 heures, donc pour moi c'est du 4 heures. Je prends mon 4 heures. Voilà, et je suivrai donc ma tendance de fond. Toujours mes cours au-dessus des moyennes mobiles. Toujours, en convergence. Alors moi je joue ce faire le swing là. Pourquoi? Parce que mes cours repassent au-dessus des moyennes mobiles, en fait, finalement. Et j'attends quand même la question. Ici, là, j'attends ma question de précédent plus haut, là. D'accord? Ici, il y a plus haut, puisqu'on était baissier. Voilà, celui-là. Donc, j'aurai attendu cette cassure. Et je vais chercher un point d'entrée ici, au-dessus. Voilà. Il y avait ici, donc il y a une cassure. Donc, c'est redescendu. Et au-dessus de cette cassure, on a le genre de figure. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de divergence. Non. T'as un mouvement, En délit, non. T'as un mouvement ici, qui est haussier. Qui était cassé, cette tendance très courte a été cassée, à long terme on doit être encore haussier. Voilà, donc on est là, on était haussier, pullback. Il y a eu un pullback ici en daily, donc j'attends la cassure de ce plus haut là, précédent. J'ai un croisement des moyennes mobiles, je regarde sur mon hebdo, sur mon mensuel, et je serai au-dessus des moyennes mobiles. Donc je suis en convergence de signaux, donc je suis avec les probabilités. Donc après je cherche mon point d'entrée sur le 4 heures ou 2 heures, et j'initie mon trade, tout simplement. Stop loss, alors je suis en daily, donc je mettrai, généralement je prends le précédent plus bas en 4 heures. Voilà, pour moi. Voilà. Actuellement, donc tu es plutôt haussier. Voilà. D'accord. Court terme, donc en quotidien, et en hebdo. Voilà. D'accord. Ok. Moi, je me positionne. A priori, moi, je suis un peu comme sur le CAC. Pour l'instant, on voit à chaque fois des mouvements, des tentatives de retournement du marché qui essayent. Il y avait ici, on voit que ça fait du bruit. Enfin, ça oscille de plus en plus nerveusement sur le top. On sent que c'est le top, mais ça vient pas. Ça vient pas. Il y a même des divergences baissière, parce que tout à l'heure j'entendais le faire le swing, mais ici par exemple sur du long terme on a une divergence baissière entre ces deux graphiques, là vous connaissez, on pourrait se positionner, on n'a pas cassé la tendance reste haussière pour l'instant. Je préconise plutôt encore toujours effectivement une poursuite de la hausse, mais j'attends un retournement. Donc pour l'instant en fait ça traduit un comportement du marché, traduit en fait un marché qui est soutenu. On s'attend à ce que la Fed arrête son QI3, Quantitative Easing 3, mais ça vient pas.
ils remettent la sauce, ça repart à nouveau, donc on est en rephasing à nouveau, donc il faudra attendre pour l'instant. Pour l'instant, essayer de vendre sur ces niveaux-là, je pense que c'est un peu risqué, c'est aller un petit peu au-delà, donc il faut attendre que le marché nous prouve que le marché est en train de se retourner à la baisse. Pour l'instant, j'ai pas de signaux de vente. Peut-être je vais essayer de jouer sur le court terme depuis le rebond là, des 1640, je vais essayer de jouer un court terme plutôt haussier, donc je vais essayer de prendre des petits points, des petits retours, pour essayer de jouer la tendance, mais je suis pas très haussier là-dessus, donc je suis pas très fort et j'attends. Je vois que ça oscille de plus en plus sur le moyen terme, ça oscille vraiment sur ces niveaux-là, ça a de plus en plus de mal pour pousser, il faudrait vraiment une accélération qui pourrait montrer que ça soit favorable. Alors, voilà, on va s'arrêter là. Mais attendez, c'est pas fini. Bougez pas, ne partez pas. Comme chaque fois, on s'amuse un petit peu, vous vous souvenez, on essaye de faire le test, de savoir comment sont les gens. Donc sur le CAC, là vous essayez de répondre le plus honnêtement possible et sans trop réfléchir, parce que si vous réfléchissez après c'est un peu compliqué. Donc essayez d'être honnête et de toute façon vous êtes obligé de voter. D'accord ? Vous êtes obligé de voter. Est-ce que vous êtes haussier ou baissier sur, on va dire, les 3 prochains mois ? Les 3 prochains mois, 3-4 prochains mois. Alors, ceux qui sont haussiers, tout le monde doit lever la main, au haussier ou baissier. Vous réfléchissez, j'ai le temps de 10 secondes. Réfléchissez si vous êtes haussier ou baissier. Donc, les haussiers, levez la main. Sur 3 mois, on a dit. D'accord ? Les baissiers, levez la main. Ça fait du 70-30. 70-30. C'est un peu plus haussier, mais pas encore quand même sur consensus. Hein. On n'a pas vraiment un sur consensus, bon ça donnera pas, je prends le sentiment que ça ne donnera pas grand chose, plutôt haussier, donc ça devrait être poursuivre quand même plutôt la hausse pour l'instant, pour les 70. Si on avait eu 60, moi je pense que si on n'a pas encore un sur-consensus, il me semble pas qu'on ait un sur-consensus, c'est ça que j'essaye de voir. Oui, mais tu l'as sur les TO, sur les positions ouvertes. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence entre ce que je pense et ce que je fais, souvent. Et dans la réalité, les gens ne sont pas majoritairement acheteurs dans la réalité, ils sont vendeurs. Alors quand on leur demande comme ça ce qu'ils pensent, ils disent oui, ouais, je suis acheteur, ça monte, etc. Mais ils n'osent pas acheter. C'est ça justement là-dessus que j'insistais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la praticabilité d'une approche d'un marché, que ce soit une praticabilité technique ou psychologique, donc en gros dans la gestion comportementale du trader, il y a des divergences importantes et la PO aujourd'hui, elle est vendeuse. Alors elle n'est pas énorme, mais elle a, en termes de volume, mais elle est entre 75 et 80%. C'est-à-dire qu'on était... Alors ça peut avoir changé avec la compense, là, ça peut se calmer un peu, mais ça veut dire qu'à partir de 70, le marché va automatiquement dans le sens contraire. Donc si là, aujourd'hui on est à 80, ça fait un bout de temps, hein, on est à 80 vendeurs, le marché ne peut pas baisser. Alors, avant de partir, juste, on a encore 5 minutes. Si vous voulez partir, je vous retiens encore. Donc, Stéphane me demandait, est-ce qu'on fait quelques questions-réponses? Oui, on peut faire quelques questions-réponses avec le public, si vous voulez. Vous avez quelques questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Ah, bah si, on a une question. Je vous écoute, parlez, levez-vous d'abord, comme à Dauphine, hein, moi mes élèves, levez-vous, votre nom, votre pédigré. À qui vous posez la question est assez fort pour que tout le monde entende. L'Assemblée, je me demandais maintenant, s'il y avait une corrélation entre l'or et le S&P 500. On peut voir que l'or a quand même une réaction assez forte récemment, ces 2 derniers mois, et que le S&P 500 est vraiment plus haut. Alors on pourrait penser que l'or va commencer à monter, le S&P 500 à descendre, parce que quand les stocks descendent, l'or monte. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bonne question. C'est vrai que l'or est monté pour plein de raisons. La grande vague de hausse de l'or, c'était bien entendu le risque systémique dans la zone euro, les gens qui finalement ont voulu
se protéger d'un risque de faillite. Voilà, donc ça, soutenu en plus par les injections de liquidités de la Fed, finalement, qui a dû en partie se réfugier peut-être certains actifs un peu sur l'or qui ont soutenu tout ça. Donc on a bien vu aussi, hein, dès qu'ils ont pas du tout modifié leur rachat d'actifs, l'or est reparti vers l'avant. Alors la baisse de l'or et la corrélation avec le SP500, moi je pense, à mon niveau, je suis énormément l'or et le SP500, j'ai pas trouvé une corrélation qu'on peut inscrire dans le marbre, hein. C'est-à-dire, je trouve que il y a trop de facteurs qui influent sur le comportement de l'or pour trouver une corrélation. Voilà. Non, mais en plus, qu'est-ce qu'on en fait de ça? C'est le meilleur moyen de se planter. Il vaut mieux regarder ce que fait l'or, et puis regarder ce que fait le Standard & Poor's, et puis aller dans le sens que prend le sous-jacent qui t'intéresse. Qu'est-ce que vous allez faire de mettre en place comme ça des axiomes qui consistent à dire, alors sur l'euro, qu'est-ce qu'on en a entendu? Quand l'euro monte, la bourse baisse, bah oui, mais non, justement, parce que si ce sont des flux d'investisseurs étrangers, bah, pour acheter la zone euro, bah, ils achètent de l'euro, évidemment. Donc les deux montent en ce moment parce que ce ne sont pas les Européens qui achètent les bourses européennes, ce sont justement les Américains avec les QE, etc. Ils achètent un peu de tout. Donc, sincèrement, ce genre d'approche vous mènera dans le mur. Dans le mur. Mais exactement de la même manière, celui qui va dire, par exemple, oui, le DAX c'est par exemple important parce que c'est une économie forte, donc le DAX monte, donc j'achète le CAC. Connerie. Vous savez le nombre de gens que j'ai vu se ruiner parce qu'ils avaient arbitré le CAC 40, le CAC 40 et le DAX, en disant, mais si, c'est corrélé, Jean-Louis, bah oui, bah, ils sont plus là pour en parler. Hein. Alors oui, c'est corrélé de temps en temps. Parfois ça l'est moins, parfois ça l'est plus, mais on s'en fout, c'est pas le problème. Surtout que après, il y en a qui font aussi la même chose avec le SPI. Alors voilà, c'est haussier, donc il faut acheter le CAC. Bah, si c'est haussier, le SPI, achète le SPI. Pourquoi tu achètes le CAC? Voilà. Vraiment, pour moi, c'est vraiment... En tout cas, le SPI c'est corrélé. Le CAC et le SPI, c'est absolument... Non, le SPI et le SPI. Quand le SPI monte, il faut acheter du SPI, t'as raison. Non, mais je suis d'accord, il a raison. Je vais répondre. Une autre question, le monsieur en orange. Je vais d'abord répondre. Ah, d'accord, ok. Voilà. En autre réponse. Sinon, on n'avancera pas sur les questions. Non, mais c'est pas. Je pense. Penser en trading, c'est pas bon. On pense pas en trading. En trading, c'est un métier. C'est un métier avec une méthode, avec des règles. Que ça soit corrélé ou pas, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'appliquer une méthode et de la respecter. Et c'est ça, en fait, le secret. Il n'y a pas d'autres règles. Un sportif de haut niveau, il s'en fout de savoir ce que va faire le résultat des autres. Il travaille sur lui-même, il travaille sa méthode, et puis il va. Et c'est ça le truc, en fait. Après qu'on pense, qu'on dise, que les chiffres, on s'en fout. Finalement, c'est des règles. Et la discipline, money management, la psychologie, connaître, donc avoir une stratégie, quelle que soit la méthode. Parce qu'une méthode à certains peut convenir à une personne et pas à une autre. Mais il y a des règles. Et c'est que ça. Le je pense, dans le trading, il n'en faut pas. Il faut faire son job. Voilà. Ok, merci. Alors, le jeune homme en orange, levez-vous et parlez fort. Plus fort. À qui? D'accord. 5-10 ans. D'accord. Attendez. Alors, 2 secondes. Je vais chercher ma boule de cristal. Moi, mais je peux faire les cartes aussi. Quelqu'un a le café pour faire du marc de café. Attendez. 5-10 ans. C'est pas comprendre ce que c'est que l'analyse. Je suis désolé. Je vais être sévère. Vous êtes habitué. Je suis pas gentil. Hein. Je sais pas comprendre ce que c'est que l'analyse technique. 5-10 ans, c'est... il peut passer tellement d'éléments dans le marché d'ici 5-10 ans que... Mais déjà 1 an, 2 ans, il y a les tendances de fond. On peut bien sûr voir des tendances de fond. On peut dire les marchés industriels sont plutôt orientés à la hausse. On peut dire voilà, mais... Après, il peut arriver n'importe quoi, qui aurait pu dire que Lehman ferait faillite, qui aurait pu dire qu'il y aurait des quantitative easing, qui aurait pu dire qu'il y aurait un problème de dette souveraine, qui pourrait dire que ce qui va se passer avec la Syrie, qui pourrait dire... Tellement de choses qui peuvent se produire, et encore, c'est des petites choses, des choses auxquelles on ne pense même pas, qui peuvent arriver, 5-10 ans, c'est gigantesque. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Ce que vous devez retenir, c'est que les indices sont structurellement construits pour progresser.
Parce que quand une valeur, quand une société commence à moins bien performer, sa pondération diminue, et à un moment donné, elle est virée d'indice. Et les sociétés sont normalement là pour augmenter leurs bénéfices, etc., pour progresser. Donc, normalement, les indices progressent. Sauf que, alors, il y a ce qu'on a connu là, qui est une crise un peu sans précédent, mais le problème, c'est que depuis maintenant quelques dizaines d'années, il y a des crises qui sont tout à fait sans précédent. Il y a eu le problème. Après... Ouais, non, mais c'est arrivé. Hein. Le dos, il a stagné pendant plus de 15-20 ans, dans les années, entre les années 50 70, il y a eu la question. Donc, ce que tu dis, c'est que... si, on était dans un gros range. Non, mais l'économie à l'époque, je dirais que la finance n'a rien à voir. L'économie peut-être, mais pas la finance. La finance des années 30, quand je vois qu'ils comparait 29, ensuite la finance des années 50, la finance des années 70, entre 1990, selon l'arrivée en France en 88 sur les indices, 84 sur les... 5 sur le Matif, c'est 5. Ouais, 84. 5-6, pas JT. Ouais, non, mais... On a commencé en 84 à faire c'est la réforme de... Mais le national, c'est 85. Ouais. Ouais, mais c'est bon, c'est... Enfin, d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as raison, c'est que de toute façon, les indices sont structurellement orientés à la hausse. Donc, globalement, il se trouve que là, on est quand même dans une phase de consolidation qui dure effectivement non, ça veut pas dire importante. Alors, répondre à ça, c'est difficile. Mais bon, en gros, entre 84 a été prise la décision de modernisation des marchés par Mitterrand, en plus, ce qui est très drôle quand même. Et on est passé de la préhistoire à la haute technologie. Donc... Oui, mais il y a quelque chose qui ne change pas et qui est immuable dans le temps, c'est le comportement psychologique des intervenants. Et là on fait appel au darwinisme. Hein. Avant que le cheval devienne girafe, ça s'est passé en plusieurs dizaines de millions d'années. Avant que les gens comprennent qu'on enlève la cupidité, l'attentisme, l'euphorie, c'est pas en 100 ans d'âge ou 200 ans d'âge des marchés financiers modernes, entre guillemets,